Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Hopi a sans doute la pire voisine du dessous qui ait jamais existé. L'histoire suivante est postée par Shutup Aragorn. Cela s'est passé il y a environ 4 à 5 ans. Mais rien que de penser à cette époque, mon trou de balle est encore plissé de colère, malgré la vengeance. Commençons par l'injustice. L'histoire commence par la recherche de ma première propriété. À l'époque, mon défunt père se battait contre un cancer, et, en raison de certains détails techniques du système de santé, il devait prouver qu'il vivait dans ma province pendant plus de 50% de l'année, pour que les traitements soient couverts. Il était hébergé gratuitement chez un ami en ville, et comme il ne possédait plus de propriété dans notre province, il a signé un bail pour l'appartement et les charges de mon appartement pour prouver qu'il vivait ici. Nous avons trouvé cet endroit, il est parfait pour nous. Petit immeuble, accepte les chiens, 2 chambres, 2 salles de bain, 5 minutes de l'hôpital où ma partenaire travaillait et où mon père était soigné. Cependant, en parcourant les documents de la copropriété et les procès-verbaux des réunions des 2 dernières années, nous avons trouvé des traces d'une dispute permanente entre les anciens propriétaires de mon appartement et les personnes situées juste en dessous. Des plaintes ont été déposées par les 2 parties, la police a été appelée, etc. Ce qui a conduit à l'intervention d'un entrepreneur spécialisé dans l'évaluation sonore, très coûteux, pour vérifier si tout était conforme au code de construction. Son évaluation a montré que le revêtement de sol actuellement installé était 2 fois mieux que ce que les codes de construction de la copropriété et de la ville exigeaient. Et il a déclaré que toute autre plainte serait ignorée à ce sujet. Alors nous avons décidé d'aller de l'avant malgré tout. Eh bien, environ 3 mois après notre emménagement, ma mère et mon père ont emménagé avec nous, car les traitements de mon père sont devenus beaucoup plus intrusifs. Et vu la fréquence de ses séjours à l'hôpital, il voulait vivre aussi près que possible. Maintenant, voici Haiti, une princesse en puissance, adolescente, je suppose, qui suit des cours de prépa en médecine à l'université voisine. Ma partenaire et moi-même sommes des personnes très silencieuses, et nous n'avons pas entendu un seul mot pendant les 3 premiers mois de notre séjour, si bien que nous avions oublié les problèmes de bruit que nous avions lus. Nous étions au 2e étage et Haiti était au 1er étage, à l'arrière du bâtiment. Sa suite princière n'avait qu'une seule chambre, qui se trouvait sous la pièce qui était vacante jusqu'à ce que mes parents emménagent. Mes parents sont aussi des gens calmes. Mais à cause des traitements de mon père, il dormait 16 heures par jour à la maison, et c'était un moment crucial pour lui de dormir et d'aller mieux. Une semaine après leur emménagement, je reçois des amis un dimanche à midi. Ils sont entrés et ne s'étaient même pas encore assis que j'ai entendu frapper à la porte. Je m'étais préparé à cette conversation, mais j'étais quand même surpris. « Bonjour, je viens d'en bas et j'essaie d'étudier. S'il vous plaît, faites moins de bruit. » Écoutez, c'est dimanche après-midi. Nous ne faisons pas de fête ni de bruit excessif. Nous avons été et serons toujours respectueux du bruit dans le bâtiment. Passez une bonne journée. Plus tard dans la journée, je suis passé au magasin et j'ai acheté une paire de bons bouchons anti-bruit que j'ai laissés avec une note devant sa porte pour m'excuser de tout bruit involontaire, mais pour réitérer que rien de ce que nous faisions n'est en dehors des règlements, et que tout bruit que nous faisions ne viole aucun règlement sur le bruit dans l'immeuble. Je fais de mon mieux. Quelques jours plus tard, je suis en train de déplacer quelque chose dans la chambre de mes parents et j'entends des coups violents venant d'en bas. Je me dis « Oh, elle est en train de clouer un tableau ou quelque chose comme ça » et je continue à travailler. Cela se produit une 2e fois, puis une 3e. Puis j'entends une porte qui claque en dessous de moi et quelques secondes plus tard, on frappe à ma porte. « Putain, qu'est-ce que vous faites ici ?» Instantanément, je suis pris de court. Attendez, elle était juste en train de frapper sur le plafond ? Je ne suis pas un gars qui aime la confrontation, mais là c'est ridicule. Vous étiez en train de taper sur le plafond avec un balai ? Bien sûr que je le faisais. Vous devez vous calmer, je suis en prépa de médecine et j'étudie. Vous tapez sur le sol et je ne peux pas me concentrer. Si vous voulez vous plaindre, vous pouvez vous adresser au conseil de la copropriété. Frapper sur les murs ou le plafond est complètement inacceptable. Après l'incident, je suis moi-même allé voir le conseil de la copropriété pour lui faire part de ce qui s'est passé et lui dire qu'il était totalement inacceptable qu'elle tape sur les murs et sur le plafond, qu'elle crie après moi et ma famille, surtout lorsque le bruit que nous faisons est inévitable et non excessif. Le conseil d'administration de la copropriété lui dit que si elle me harcèle à nouveau à cause de ce problème, il lui infligera une amende maximale pour chaque incident où elle tape sur les murs ou le plafond. Je crois que c'était $500. Mais seulement pour ces cas-là.
Sa mère, tout aussi belliqueuse qu'elle, mais qui vit en dehors de la ville, m'écrit un mail désagréable, ainsi qu'au conseil d'administration, pour me dire que sa princesse doit étudier et que les gros ne devraient pas se pavaner. Je mesure 1m80 et pèse 80 kg. Ma compagne mesure 1m75 et pèse 50 kg. Mais ils ont quand même cédé. Haiti s'est calmé pendant une semaine, et ensuite, la musique a commencé. Si nous marchions sur le sol, si nous laissions tomber accidentellement quelque chose, si nous déplacions quoi que ce soit, au lieu de taper sur le plafond, elle monte le son de sa musique. Fort. Je pouvais entendre et comprendre les paroles des chansons que je n'avais jamais entendues. Sans parler des basses qui secouent mes affaires. Il n'y avait aucun autre appartement partageant directement des murs avec la sienne, donc personne d'autre ne s'est plaint. Cela dépassait 23 heures quelques jours par semaine. J'appelais les membres du conseil d'administration de la copropriété, et personne ne répondait car il était très tard. J'appelle alors la ligne de non-urgence de la police, et ils me disaient « Nous pouvons faire venir quelqu'un dans quelques heures, mais seulement pour donner un avertissement en raison des règlements. » La situation a empiré. Elle mettait de la musique et quittait la maison. Cela durait de 12 à 16 heures par jour, tous les jours. S'il n'y avait que moi et ma partenaire, ce ne serait pas si grave, mais comme je l'ai dit, mon père suivait des traitements très intenses et avait besoin de sommeil pour récupérer entre les traitements. Le stress de cette situation, combiné au traitement et au déclin de sa santé, commençait à avoir un impact sur ma famille. J'ai écrit une longue lettre ouverte au conseil d'administration de la copropriété concernant toute la situation, le harcèlement, etc., pour tenter de lui faire honte. Je l'ai imprimée et mise sous les portes de tous les habitants de l'immeuble. Cela n'a pas fonctionné. J'ai loué un décibelmètre et j'ai mesuré le niveau de bruit qu'elle émettait. Selon le règlement, elle enfreignait les règles, mais le conseil de copropriété a déclaré qu'il ne ferait rien d'autre que de lui envoyer un autre avertissement. Si je me souviens bien, c'était 20 décibels autorisés entre 6h et 22h au-dessus du volume de repos. Chez moi, le volume était d'environ 40 décibels sans rien, et d'environ 65-70 décibels avec son bruit. Pour information, si on monte de 3 décibels, ça veut dire qu'on a doublé le volume par rapport à ce qu'on entendait avant. Pour ceux qui ne travaillent pas pour l'OSHA, 70 décibels est aussi fort que si c'était elle qui jouait la musique directement dans mon salon. Après des mois, j'étais désespéré. La police ne pouvait que me dire de faire moins de bruit, le conseil de copropriété refusait de faire autre chose que de donner des avertissements, car les plaintes pour bruit n'étaient pas vraiment un motif d'amende pour les propriétaires. Mon seul recours était de prouver d'une manière ou d'une autre qu'elle le faisait intentionnellement, pour me harceler et de porter l'affaire devant la police, ou de trouver un moyen d'amener le conseil de copropriété à faire quelque chose. J'ai passé au peigne fin les documents de la copropriété, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi. Enfin, j'ai fait une percée. J'ai compris que cette jeune de 19-20 ans n'avait pas payé pour cette copropriété, et qu'elle n'était pas du tout propriétaire. J'ai utilisé quelques relations pour obtenir une copie du titre de propriété de l'appartement. J'avais trouvé ma poule aux œufs d'or. Passons à la vengeance. Armé de mon décibelmètre et d'un bloc-notes, j'ai suivi sa musique pendant les 2 derniers mois, avec une moyenne de 14 heures au-dessus de 65 décibels. J'ai apporté mes conclusions au conseil d'administration lors d'un blizzard, un février canadien gelé. C'était jeudi soir, vers 21h30. Le conseil avait l'air fatigué et irrité que je l'ai fait se réunir si tard. Cependant, je suis arrivé préparé. J'avais une pile de papier contenant des copies scannées de sections des documents de la copropriété, le registre des bruits que j'avais pris, ainsi qu'une lettre tapée par mon pote avocat. Je leur ai lu la lettre à haute voix. Elle menaçait de poursuites judiciaires le conseil d'administration de la copropriété pour avoir ignoré mes plaintes et ne pas m'avoir pris au sérieux. Ils ont semblé se réveiller un peu. La présidente de la copropriété avait l'air en colère. Je leur ai montré la preuve que j'ai subi des dommages très réels et prouvables, y compris la santé de mon père, à cause de l'inaction du conseil, ainsi que les registres très détaillés des fréquentes infractions au règlement qui ont été ignorées, ainsi que les mails échangés pendant des mois sans que le conseil ne fasse quoi que ce soit. Ils m'ont regardé d'un air sombre. Finalement, j'ai dit « Je ne déposerai pas ce dossier si le conseil résout réellement le problème. » J'ai joué ma meilleure carte. J'ai posé la copie du certificat de titre foncier, avec la mère de Haiti dessus, et les extraits des documents de la copropriété détaillant que si le propriétaire ne réside pas dans l'appartement, Haiti est techniquement une locataire, pas un propriétaire.
La section suivante explique dans les moindres détails les punitions qui peuvent être infligées aux locataires, y compris ma préférée. Les locataires peuvent être expulsés légalement pour avoir enfreint le règlement de la copropriété, après 2 avertissements. J'ai ensuite montré les copies imprimées des précédents avertissements émis par le conseil d'administration concernant ce harcèlement. Après quelques minutes, la présidente du conseil a pris la parole. « Dépasser de 5 décibels ce qui est autorisé n'est pas si grave, vous en faites une montagne. » Je suis furieux. Elle ne m'avait pas écouté, sachant que je venais de quitter ma maison à 21h30 avec sa musique à fond et qu'il était 22h20, j'ai dit « Eh bien, allons voir !» Nous nous dirigeons tous vers mon appartement. Nous sommes debout dans la cuisine, écoutant la même chanson herdique qui avait joué en boucle toute la journée avant que la présidente ne prenne la parole. Comiquement, elle a dû élever la voix pour se faire entendre. « Elle la joue comme ça tout le temps ? Oui, je vais aller lui demander de l'éteindre. Vous pouvez essayer, mais elle n'est pas chez elle. Elle est partie ce matin. » « Comment ça ? Elle a laissé sa musique aussi forte toute la journée ? » ?»« Oui. » La présidente du conseil est visiblement choquée. La basse secoue les cuillères dans le tiroir à côté d'elle. Les autres membres du conseil ont des regards sombres. Elle attrape les documents et dit « Nous allons appeler l'avocat de la copropriété !» La conséquence. Le samedi matin arrive, je n'ai pas eu de nouvelles du conseil. Alors que je me dirige vers la cuisine, j'entends la porte du patio en dessous de nous s'ouvrir et se fermer, ce qui sortait de l'ordinaire. En peignoir, un café à la main, je me place à la fenêtre qui donne sur l'arrière. C'est un merveilleux miracle hivernal. La neige fraîche de la veille fait scintiller les arbres. L'air froid de l'hiver souffle légèrement un léger nuage sur le toit. Et là, au milieu, marchant péniblement dans l'épaisse couche de neige, se trouve Haiti, qui a l'air gelé et mal à l'aise, en train de charger des caisses de ses affaires dans un U-Haul. Le spectacle est doux, et je sirote mon café avec plaisir. Haiti me voit en rentrant dans la maison, et son visage passe d'une grimace à un regard de haine pure. Elle m'aurait tué avec ce regard s'il n'y avait pas eu la fenêtre entre nous. Je lui ai fait un grand sourire, et je la salue. Un peu plus tard, je reçois un mail du conseil, indiquant qu'ils ont menacé sa mère d'expulser Haiti si j'ai une autre plainte, et que pour chaque cas, ils ajouteront l'amende maximale, $500. Il semble qu'elle ait décidé de déménager plutôt que de me mettre à l'épreuve. J'ai pu la voir, elle et un petit pote asiatique, passer 3 heures à lutter pour faire passer de gros meubles à travers les profondes congères. Elle nous aurait vus, moi et ma famille, regarder par la fenêtre pendant tout ce temps, chaque fois qu'elle revenait pour un autre chargement. Ce n'est qu'après qu'ils aient fermé le U-Haul et soient partis pour de bon que j'ai poussé un soupir de soulagement. Hopi, mes condoléances pour ton père déjà. Et ensuite, je suis désolé que tu aies eu à vivre tout ça, mais ça fait une super histoire pour nous. Je te remercie. Concernant Haiti, j'espère qu'elle sera jamais médecin, parce que vu le peu de considération qu'elle avait pour ses voisins, je voudrais pas être à la place de ses patients. L'histoire suivante est postée par Angry aussi Gamer. J'habite dans un immeuble qui dispose d'un parking, 2 places par appartement, mais les places sont l'une devant l'autre, pas côte à côte. Et l'accès au niveau de parking, 1 à 5, se fait par une porte roulante automatique, que les gens ne peuvent franchir que s'ils ont une télécommande pour la porte, ou s'ils se faufilent derrière quelqu'un d'autre. Je n'ai qu'une seule voiture, et parfois je laisse mes amis se garer sur la place devant ma voiture s'ils me préviennent. Donc je me gare généralement à l'arrière de la place double. En plus, c'est plus facile pour mes voisins, qui ont 2 voitures. Au début de l'année, une voiture quelconque a commencé à se garer devant la mienne le vendredi après-midi. Ce qui signifie que je ne pouvais pas sortir avec ma voiture le vendredi soir, ce qui est ennuyeux, mais pas le plus gros problème quand on vit super près de la ville. Cela a continué presque chaque semaine pendant environ 5 semaines lorsque je ne garais pas ma voiture à l'avant de mes places, ce que j'ai commencé à faire. Mais les fois où je prévoyais de laisser la place libre pour des amis qui venaient ou autres, la voiture réapparaissait. J'ai essayé à plusieurs reprises de mettre fin à ce comportement en laissant des notes, ce qui a dégénéré en laissant des impressions photos de la voiture avec la plaque d'immatriculation bien visible et une explication que si cela se reproduisait, je porterais plainte et ou ferais remorquer le véhicule. Eh bien, cela s'est reproduit. Et cette fois, elle était encore là samedi après-midi, alors que j'avais prévu de partir avec un groupe de copains. À mon avis, quelqu'un est sorti le vendredi soir, s'est saoulé et a décidé de récupérer la voiture plus tard, sans se soucier du désagrément qu'elle causerait aux autres. Elle n'avait manifestement pas bougé,
car ma note peu aimable, leur disant d'aller se faire cuire un œuf, était toujours là, trônant mollement sous leur balai d'essuie-glace. Je me suis dit que ça suffisait, qu'il était temps de faire remorquer le véhicule. J'ai donc appelé la direction de l'immeuble et j'ai fini par appeler une société de remorquage, qui a refusé de m'aider parce que la place était au 3e étage et qu'ils ne peuvent pas faire monter de camion à ce niveau à cause des restrictions de hauteur et d'espace. D'ordinaire, la plupart des gens seraient dans le caca à ce stade, et j'avoue que j'ai brièvement envisagé de m'asseoir sur le capot de la voiture jusqu'à ce que le crétin vienne la chercher, tout en envoyant mes camarades continuer leur chemin sans moi. Mais ils auraient dû trouver un nouvel arrangement pour le transport, car une seule voiture n'aurait pas suffi. Heureusement pour moi, mes parents ne vivent qu'à 30 minutes de chez moi et ont un garage où je travaille sur l'une de mes voitures qui arrive à la fin d'une restauration mineure. L'une des choses que j'utilise assez souvent est un jeu de cric de positionnement de véhicule, pour coincer ma voiture de projet contre le mur du garage afin de minimiser l'espace qu'elle occupe. Pour ceux qui ne le savent pas, les crics de positionnement de véhicule sont des dispositifs qui se glissent sous chaque roue, puis soulèvent la voiture grâce à des systèmes hydrauliques afin que tu puisses la déplacer librement dans n'importe quelle direction. Alors qu'à la base je n'étais pas venu les chercher, lorsque j'ai dû déplacer ma voiture de projet, une idée brillante m'est venue à l'esprit. Aucun de mes copains n'était dérangé à l'idée de passer 1 heure de plus pour la mettre à l'envers à quelqu'un qui s'était interposé entre nous et notre sortie. Alors nous avons pris les crics, sommes retournés sur place, avons soulevé la voiture et l'avons fait rouler. 6 gars peuvent facilement déplacer un petit camion à haillons, alors nous avons traversé l'étage de parking lentement et prudemment jusqu'à une zone où il n'y a pas de parking, mais un pilier de support de charge avec assez d'espace pour une voiture derrière lui. Dans une petite section du parking où il n'y a pas d'éclairage et qui est complètement à l'écart. En général, un type de mon étage gare sa moto à cet endroit, mais il n'est pas censé le faire et je doute que cela le dérange. Nous l'avons mise entre le pilier et le mur, le nez pointant vers le mur. J'ai repris ma note toujours aussi peu aimable, les crics, et nous sommes partis profiter de notre week-end. Lorsque nous sommes revenus le lundi après-midi après le long week-end, la voiture était toujours là. Ce qui n'était pas vraiment une surprise étant donné qu'il n'y avait que 30 cm d'espace pour bouger entre le pilier et la voiture et 30 autres centimètres environ entre la voiture et le mur. Vu que les roues avant avaient changé de position, nous supposons qu'ils ont essayé de la faire sortir, sans succès. Elle a fini par partir plus tard dans la semaine, mais je ne sais pas exactement comment ils ont réussi. Je n'ai jamais revu cette voiture. J'imagine bien la panique du gars qui revient « Elle est passée où ma voiture ?» et qui la retrouve plus loin dans le parking, coincée entre un poteau et un mur, en se demandant comment elle a fait pour arriver ici. L'histoire suivante est postée par Onika Anmonaeg. Avant de commencer, un petit historique de ma famille. Mon père est un homme typique de la classe ouvrière, issu d'une famille pauvre qui a travaillé à peu près toute sa vie. Ma mère, en revanche, vient d'une famille très importante et respectée de ma ville. Sa famille est riche, a de solides relations et est amie avec pratiquement toutes les personnes importantes de ma ville, du maire et de son entourage aux hommes de loi et aux hommes d'affaires. Ma mère et mon père se sont rencontrés il y a longtemps et sont tombés amoureux instantanément. Ils se sont rapidement mariés. La famille de ma mère n'aimait pas mon père depuis le début. Ils le voyaient comme un pauvre plébéien et une honte pour la famille. Lorsque mon frère et moi sommes arrivés, ils ont également exigé que nous soyons nommés par des membres de leur côté de la famille, puisque nous portions le nom de famille de mon père. Vous voyez le topo. Des têtes de lard hautaines et arrogantes. Quand j'avais 8 ans, et mon frère 9, on a diagnostiqué un cancer à ma mère. Elle est morte 3 ans plus tard. Mon père était à ses côtés pendant tout ce temps, pas sa propre famille. Sa sœur, ma tante, était toujours absente lors d'une réception officielle et prétendait toujours qu'elle était occupée. Et sa mère, ma grand-mère, prétendait qu'elle était trop vieille pour se déplacer, alors que sa santé était parfaite. En fin de compte, elles ont à peine rendu visite à ma mère en 3 ans. Le jour où ma mère est morte, nous étions dévastés. Mon frère et moi avons pleuré comme des bébés. Nous étions des enfants en fait, 12 et 13 ans respectivement. Et notre père était en plein désarroi. Puis tout est arrivé. Quelques heures plus tard, mon père reçoit un appel téléphonique. C'est ma tante, et elle dit qu'ils doivent se rencontrer immédiatement. Il va donc les rencontrer. Ce qui a suivi était complètement barré. Ma tante, avec un avocat de son côté, a commencé à attaquer mon père, lui disant que maintenant que sa femme était morte, il était incapable d'avoir la garde des enfants,
moi et mon frère, et que la famille du côté de ma mère devait s'occuper de nous. Mon père était furieux et a dit non. Ils ont répondu le jour suivant avec encore plus de harcèlement et d'abus. Remarquez que les funérailles n'avaient même pas encore eu lieu. Cela a duré des années. Chaque fois, des demandes différentes. Ils ont fini par accuser mon père d'avoir agressé ma tante, ce qui a poussé beaucoup de gens à nous tourner le dos. Ils ont commencé à envoyer à mon père des documents juridiques sur ce qu'il pouvait faire, etc., etc. Puis ils ont essayé de nous retirer notre héritage, en se basant sur des trucs stupides. Nous avons fini par découvrir qu'une somme d'argent qui nous était réservée s'était soudainement volatilisée. Puis ils nous ont appelés et ont menacé mon père de ne pas nous donner l'argent s'il ne recevait pas notre garde. Grâce à une loi stupide de mon pays, ils pouvaient faire ça. Mon père se sentait comme une herde. Plusieurs fois, nous l'avons surpris en train de pleurer sur des piles de papier ou de se frapper la tête sur la table par désespoir. La nuit, nous pouvions l'entendre pleurer dans notre chambre et nous ne pouvions rien faire. Ils ont fait de sa vie un enfer. La seule chose qui lui permettait de rester sain d'esprit, c'était mon frère et moi. Et il était formidable comme père. Il subvenait à nos besoins, et malgré son état mental épouvantable, il était un père formidable. Avance rapide, 10 ans plus tard. Les abus ont cessé. Mon père a trouvé une petite amie formidable, et ils sont heureux ensemble. Mon frère et moi avons été acceptés à l'université, et nous nous en sortons plutôt bien. La famille de ma mère a cessé de nous parler, et chaque fois qu'elle essaie de prendre contact, nous l'ignorons. Jusqu'à cet été. Voyez-vous, cet été, mon cousin s'est marié. Ils nous ont invités au mariage. Quand je dis nous, je veux dire mon frère et moi. Nous avons donc accepté, et commencé à préparer le plan. Parce que dans mon pays, les mariages sont une affaire énorme, beaucoup de gens seraient là. Et aussi, à cause du statut social de la famille de ma mère, les personnes les plus importantes seraient là. Nous avons donc décidé d'utiliser cela à notre avantage. Voyez-vous, beaucoup de gens n'avaient aucune idée de toute l'histoire, seulement des parties qui leur ont été racontées. Il était temps d'exposer tout ça. Le grand jour arrive et je suis fin prêt. Je vais à l'église et dehors, je vois les gens. Puis mon frère arrive et nous savons que les choses vont se gâter. La réception commence et nous attendons patiemment qu'elle se termine et que l'after commence. Dans l'after, qui se déroulait dans un immense manoir à l'extérieur de la ville, tout le monde est présent. Nous apercevons ma tante et ma grand-mère dans un groupe de personnes. L'une de ces personnes est le maire. Bingo. Nous nous approchons donc d'elle de manière amicale. Ma tante dit aux gens les classiques « Avez-vous rencontré mes neveux ?» Puis nous commençons à écouter un peu la conversation. Comme nous l'avions prévu, ils ont commencé à parler de mon père. À quel point il était horrible, comment il a exploité ma mère, et à quel point nous avions de la chance de nous en être sortis brillants, contrairement à lui. Ce dernier point m'a mis en colère. Je lève mon verre, je regarde ma tante dans les yeux, et au milieu de tout le groupe des personnes les plus riches, importantes et prestigieuses de ma ville, je dis « En fait, j'ai dévoilé toute l'histoire, tout en faisant l'éloge de mon père et en accablant ma tante et ma grand-mère. Si j'oubliais quelque chose, mon frère le rajoutait. Après que j'ai terminé, un silence pesant est tombé. Ma tante était rouge de colère. Ma grand-mère était sur le point d'éclater en sanglots. Tous les autres étaient choqués. Ils ont commencé à les regarder tous les deux avec consternation et colère. Ma petite cousine, pas celle qui se marie, qui n'était pas au courant de la situation, voulait partir et demandait constamment à ma tante « Maman, c'est vrai ?» L'histoire a été présentée avec une telle attention aux détails qu'il ne pouvait même pas nier quoi que ce soit. Puis on a lâché la bombe. Au moins, nous nous en sommes bien sortis. Nos études se passent très bien. Tout cela grâce à notre père. Cette dernière phrase n'a fait que remuer le couteau dans la plaie pour eux. Nous les avons ensuite laissés sous le choc. D'autres personnes nous ont appris plus tard que tout le monde leur tournait le dos. Ils sont devenus la honte de la ville et ont fini par s'isoler dans leur grande maison chic. Le maire a coupé tout contact avec eux, tout comme les hommes d'affaires et tout le monde en fait. La grosse bombe, c'est quand une entreprise qu'ils possédaient a fermé parce que personne ne voulait les financer. Je suis seulement désolé pour leurs employés qui se sont retrouvés au chômage.
Une autre grosse bombe est arrivée lorsque le conseil municipal, clairement sous les ordres du maire, a retiré les plaques commémoratives de certains bâtiments pour lesquels ils avaient fait des dons. Cela les a tués intérieurement. Ils ont essayé de se réconcilier par la suite, mais nous les avons ignorés. La chose la plus belle a été quand mon père a appris ce que nous avons fait. Il était l'homme le plus heureux du monde en voyant les riches connards arrogants qui le tourmentaient tomber comme ça. Ne t'en prends pas à nous, même si tu es de la famille. C'est une bien triste histoire et une bien belle vengeance, Opi. La famille du côté de ta mère, elle a l'air absolument horrible, Opi. Entre ta grand-mère, la mère de ta mère, qui était soi-disant trop malade pour venir voir sa fille qui était en train de mourir, elle va suffisamment bien pour assister à un mariage visiblement, et ta tante, donc sa propre sœur, qui était trop occupée pour rendre visite à sa sœur encore une fois en train de mourir, ces personnes-là sont vraiment à vomir. Et elle est même pas encore enterrée qu'ils sont en train d'essayer de récupérer la garde des enfants au père. Ce pauvre homme vient de perdre sa femme et on essaie de lui retirer ses enfants. C'est une situation que je ne souhaite à personne. La famille du côté de ta mère n'a eu que ce qu'elle méritait. L'histoire suivante est postée par Jog BBC Boy. À peu près au moment où j'ai obtenu mon premier emploi à plein temps et terminé l'université, j'ai décidé que j'étais prêt à m'aventurer et à commencer à faire des rencontres. J'avais entendu parler de cette application incroyable par quelques-uns de mes collègues de travail. Une petite chose appelée Tinder. Alors j'ai décidé de tenter le coup. Après environ une semaine sur l'application, j'ai finalement trouvé une femme que nous appellerons Talia. Talia vivait dans une autre ville que la mienne, mais le jour où on pouvait se voir, elle a dit qu'elle rendait visite à un cousin. Nous nous sommes envoyés des messages via l'appli, et après avoir vérifié qu'elle était réelle grâce à ses profils Facebook et Instagram, nous avons échangé nos numéros de téléphone. Elle a dit qu'elle était employée à plein temps, qu'elle avait un appartement et sa propre voiture, et qu'elle était toujours célibataire, on ne sait comment. Nous avons parlé pendant environ 2 semaines au téléphone, toujours le soir après le travail, avant d'avoir enfin la possibilité de nous rencontrer lorsque nos emplois du temps correspondaient. J'ai conduit ma Honda Civic de 1996 complètement déglinguée jusqu'à sa ville. J'ai passé le vendredi soir là-bas, et le matin, nous avons pris le petit déjeuner, à Waffle House. Talia avait son propre appartement. Cependant, elle vivait à côté de sa grand-mère, que je devais maladroitement rencontrer le lendemain matin. Talia m'a appris que sa voiture était en fait au nom de sa grand-mère, et que son appartement était au nom de son cousin. Elle est allée jusqu'à me montrer des portraits de famille avec son cousin, à parler de son ex violent, et a même partagé avec moi, de façon embarrassée, comment sa buanderie était infestée de mouches et de cafards. Nous avons officiellement changé nos statuts sur nos applis de rencontre ce jour-là. N'oubliez pas que c'était ma première relation depuis presque 4 ans, alors j'étais excité. L'arnaque. Talia m'a aussi dit ce jour-là qu'elle avait été renvoyée du travail environ une semaine plus tôt, mais qu'elle était trop embarrassée pour me le dire. J'ai demandé comment elle avait fait pour payer ses factures, et elle a répondu que sa grand-mère et son père l'avaient aidée. Talia a demandé si je pouvais l'aider à faire le paiement de sa voiture, qui était due ce week-end. J'ai refusé. Elle m'a alors expliqué qu'elle pouvait obtenir un prêt sur salaire, ce qui est interdit dans notre état, et qu'elle pourrait le mettre sur mon compte courant. Je me sentais mal à l'aise et j'ai demandé s'il y avait un autre moyen pour elle d'obtenir le prêt. Talia a répondu qu'elle ne pouvait pas utiliser les comptes de sa grand-mère ou de son père parce qu'elle s'était fait griller par le passé. J'ai trouvé ça bizarre, mais elle a commencé à pleurer. J'ai donc appelé ma banque, où j'ai un compte depuis la fin du lycée, et j'ai ouvert un compte courant commun. J'ai donné à Talia le nouveau numéro de compte. Talia a contacté une société de prêt sur salaire en Alabama, et le dimanche matin, elle avait les fonds sur le compte. Conformément à notre accord, je lui ai donné l'argent. Talia a promis de rembourser le prêt dans les 2 semaines. J'avais des réserves, mais je suis rentré chez moi et j'ai repris le travail lundi. Talia m'a appelé le mercredi et m'a dit qu'elle avait un nouveau travail. Je lui ai demandé si elle avait réglé le prêt sur salaire avec sa première paie. Elle m'a dit que c'était le cas, mais on m'a quand même débité $47 2 semaines après qu'elle ait soi-disant réglé. J'ai appelé ma banque pour vérifier que le prêt était à son nom, et j'ai annulé le débit du prêt sur salaire car je n'étais pas la personne qui avait signé. Talia et moi avons convenu de nous rencontrer le week-end du Memorial Day, 2 semaines plus tard. Elle a déclaré que son père lui avait donné un chèque pour le montant total du prêt, $1800, et qu'elle le déposerait dans ma banque près de chez elle. Comme un idiot, je l'ai laissé déposer le chèque juste avant le week-end du Memorial Day.
2 semaines plus tard, la société de prêt sur salaire a facturé 47 $ de plus des frais de retard, et encore 47 $. Le chèque de 1800 $ a été refusé. Talia a cessé de répondre à mes appels et m'a bloqué sur tout. J'ai appelé ma banque et les ai informés que j'étais victime d'une fraude. En quelques heures, mon compte courant principal, sur lequel mon salaire avait été versé, mon compte d'épargne, avec 800 $ d'économie pour une nouvelle voiture, et le nouveau compte courant ont été fermés. Mon meilleur ami de l'université, nous l'appellerons Clark, a découvert que Talia avait 2 comptes sur chaque réseau social. Celui qu'elle partageait avec moi et celui sur lequel elle avait un petit ami. Son cousin des photos de famille était en fait son petit ami depuis le lycée. Talia avait 22-23 ans. Son petit ami, nous l'appellerons Jason, était en prison, mais d'après leurs publications sur les réseaux sociaux, elle lui rendait visite 1 fois par mois au minimum, et avait prévu de l'épouser. J'ai passé des jours à essayer de récupérer mes comptes et mon argent. L'un des représentants de ma banque, ainsi que Clark et ma mère, m'ont conseillé de porter plainte pour fraude. Ma banque m'a envoyé par courrier une copie du chèque sans provision à des fins d'enquête criminelle, et elle indiquait le nom de Jason et non celui du père de Talia comme propriétaire du chèque. C'est alors que j'ai décidé de me venger. La vengeance. Comme mentionné précédemment, l'appartement de Talia avait une infestation mineure de cafards et de mouches dans sa buanderie. Pendant que je passais par les agences juridiques pour porter plainte pour falsification du chèque, fraude, etc., j'ai trouvé le nom et le numéro de téléphone du complexe d'appartements de Talia. J'ai laissé un message à la direction du complexe d'appartements indiquant que Talia et sa grand-mère avaient toutes deux des appartements crasseux. Dans la semaine qui a suivi, Clark m'a montré que Talia avait posté une demande de logement temporaire pour elle et sa grand-mère, puisque ses parents ne la laissaient pas emménager. La société de prêt sur salaire où Talia avait emprunté a commencé à m'appeler, car Talia leur avait donné mon numéro de téléphone au lieu du sien, et ils n'avaient pas encore reçu le paiement. À l'époque, j'étais encore en train d'examiner mes options juridiques. Un jour, j'ai répondu, et j'ai informé le représentant que Talia avait utilisé frauduleusement mon compte courant. Le représentant qui m'a appelé m'a transféré à leur service juridique, qui était très intéressé. Il s'est avéré que la grand-mère de Talia et son père devaient de l'argent à la société de prêt sur salaire. Ce n'était pas beaucoup séparément, mais la société de prêt sur salaire avait suffisamment de preuves, avec ma demande, que Talia était la meneuse en utilisant les comptes de sa famille. J'ai remis mes preuves, notamment les SMS de Talia promettant de payer, la copie du chèque sans provision et mes relevés bancaires. À la fin de l'année, Talia a été arrêtée pour plusieurs chefs d'accusation. Sa grand-mère et son père ont également été arrêtés, mais ont accepté un arrangement pour des peines moins lourdes en échange de la remise de preuves contre elle. Je n'ai pas eu à témoigner au procès, mais je me suis tenu informé. La grand-mère de Talia a eu une petite crise cardiaque lorsqu'elle a été arrêtée, et on a eu une plus importante pendant le procès. Je ne sais pas si sa grand-mère a vécu ou est morte après le procès. Malgré cela, Talia est allée en prison pour plusieurs chefs d'accusation, et purgera plus de 10 ans derrière les barreaux. Eh ben ça a l'air d'être une sacrée famille et on sent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. L'histoire suivante est postée par Lago Morflover. J'ai travaillé dans une chaîne de salons de coiffure aux États-Unis. Pour le salaire minimum, plus les pourboires, nous étions payés selon une échelle progressive. Plus on faisait de coupes, plus le salaire horaire était élevé. Puis, pour la rentrée des classes, nous avons commencé à offrir des coupes de cheveux à 10 $. C'est idiot de proposer une grosse réduction pour la rentrée des classes, car c'est à ce moment-là que tout le monde a besoin d'une coupe de cheveux. Mais peu importe. Sauf que pour annoncer cette promo, nous avons dû nous tenir sur un escabeau branlant et accrocher une bannière de 3 mètres de long et 1 mètre de large sur le toit de notre magasin. L'escabeau à lui seul rendait la tâche dangereuse, mais en plus, le trottoir était inégal. Notre directeur a insisté pour que nous le fassions 2 fois par jour, ouverture et fermeture, au cas où quelqu'un volerait la bannière. Parce que, certainement, quelqu'un voudrait voler une bannière avec notre logo qui dit « coupe de cheveux à 10 $. C'était ennuyeux, mais j'attendais avec impatience ma prochaine paie. Je faisais beaucoup de coupes par heure, ce qui aurait dû signifier un salaire horaire et un chèque de paie plutôt important. Sauf que ce n'était pas le cas. Cette remise de 7 $ pour une coupe de cheveux, elle a été déduite dans les calculs pour le salaire horaire et nous avons fini par gagner beaucoup moins que d'habitude. Je travaillais là depuis des années et c'était la plus petite paie de rentrée des classes que j'avais jamais vue. J'y suis allé le lendemain et j'étais furieux. Ce matin-là, une collègue de travail qui était une vraie bavarde et moi étions dehors pour installer la bannière.
C'était mon tour de me tenir sur l'escabeau branlant et j'ai dit que j'étais content que ce soit la dernière fois que je fasse ça. J'étais tout à fait prêt à faire une blague sur le fait que j'allais tomber et m'ouvrir le crâne, quand l'idée d'une petite vengeance m'est venue à l'esprit, et je l'ai rapidement exécutée. Quand elle m'a demandé pourquoi, je lui ai dit de ne le dire à personne, mais que j'avais accepté un emploi dans un autre salon avec des horaires fixes, une commission plus élevée et 5 $ de plus par heure. J'ai dit que j'avais prévu de donner mon préavis de 2 semaines, mais qu'ils avaient besoin que je commence plus tôt, alors j'allais travailler le week-end et ne pas revenir. Cela nous laisserait en sous-effectif pour la rentrée des classes. Après avoir répété qu'elle ne pouvait en parler à personne et surtout pas à notre patron, elle a accepté. Je suis parti tôt ce jour-là, et lors de mon prochain service, ma patronne m'a fait entrer dans son bureau. Elle m'a dit qu'elle avait entendu une rumeur selon laquelle je partais pour travailler dans un autre salon. Je lui ai dit que j'avais une bien meilleure offre ailleurs, mais que si elle pouvait l'égaler, je serais ravi de rester. Elle a dû appeler notre chef de district au sujet de l'augmentation, mais elle m'a dit que je pouvais travailler avec des horaires fixes à partir de la semaine suivante. Avant, je travaillais jusqu'à 21h certains jours et commençais à 9h le lendemain. L'horaire imprévisible rendait la recherche d'une garde d'enfants très difficile. J'étais constamment classé 2e en termes de vente pour notre magasin et le district. Alors, le chef de district a approuvé l'augmentation et je suis resté 5 ans de plus. Ce qui signifie que j'ai reçu un salaire supplémentaire de 39 000 $ pour avoir accidentellement révélé mon secret à la commère du salon. J'ai également reçu une commission de 20% sur les 500 à 1000 $ de produits vendus par semaine. Jolie somme. La vengeance. J'ai aussi commencé à imprimer mon bordereau de vente de la veille au début de chaque service, car la paie réajustait nos salaires lors des réductions. Je pouvais alors sortir mon dossier et les contester. Selon le service de paie, il n'y avait rien à faire. Je suis resté 5 ans de plus, soulevant le problème sporadiquement, jusqu'à ce qu'il ramène le prix des coupes de cheveux à 10 $ et que je démissionne. Quelques mois après mon départ, j'ai appris qu'un autre employé dans un autre état avait intenté un recours collectif, et j'ai reçu une lettre me demandant si je voulais en faire partie. J'ai accepté. Et l'avocat a adoré recevoir 50 documents, de mails de l'entreprise et du service de paie, etc. Ils ont dû passer en revue tous mes salaires et me compenser pour la différence. Cela incluait l'ajout des coupes de cheveux gratuites, programme de récompense, et des coupes de cheveux à prix réduit au montant total, augmentant le salaire horaire. 19 cents de l'heure ici, 30 cents de l'heure là, et ça s'est additionné. Et malgré le fait que l'argent reçu par le recours collectif lors de l'accord ait été divisé avec beaucoup de personnes, j'ai reçu 10 000 $ en plus de mon salaire ajusté qui était environ la moitié du montant de l'accord. Donc on a une entreprise qui fait des promotions sur le dos des employés. Le produit est pas moins cher parce que l'entreprise réduit sa marge, le produit est moins cher parce que l'ouvrier, l'employé, est payé moins. C'est visiblement illégal vu qu'ils ont gagné leur recours et d'un côté ça me rassure. Imaginez l'entreprise, ce mois-ci, c'est les soldes, vous serez payé moitié moins cher. Si c'était possible de fonctionner comme ça, je comprends pas pourquoi ils étaient pas tout le temps en période de solde. L'histoire suivante est postée par Assassin Janitor. Avant, je vivais dans une vieille ferme rénovée avec un appartement à l'étage et le mien en dessous. Je devais me lever à 3h du matin tous les jours pour aller travailler. La mère du dessus, qui travaillait dur, avait 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants très désagréables. Chaque fois qu'elle travaillait de nuit, ils organisaient des fêtes et faisaient un raffut pas possible. Musique forte, coups sur les murs et ce qui semblait être des medicine balls. Vous savez, ce sont les balles lestées pour faire du sport. Qu'ils faisaient rebondir sur le sol. Je suis monté plusieurs fois, j'ai frappé et je leur ai dit « Écoutez, je vais pas le dire à votre mère ou appeler les flics, je veux juste dormir. Alors continuez à vous amuser, mais faites moins de bruit pour que je puisse me réveiller pour aller travailler à 3h. » J'ai fait ça plusieurs fois en une semaine et ils ont fini par me dire « Va te faire voir, mon vieux !» J'avais 23 ans. Je connaissais mon propriétaire et il savait que je savais comment m'occuper d'une maison. Alors il m'a donné la seule clé du sous-sol où tout, l'électricité, les chauffe-eau, etc. était. Après m'être fait dire d'aller me faire voir, j'en ai eu assez. Je suis descendu, j'ai coupé le disjoncteur de l'appartement du haut, j'ai fermé la porte à clé et je suis rentré pour passer une nuit paisible. Je me suis réveillé à 3h et j'ai remis le courant en partant au travail. Chaque fois que les fêtes devenaient trop bruyantes pendant les 2 semaines suivantes, j'allais simplement couper le courant et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Après ça, plus de fêtes.
je pense que le message est passé. Dans les commentaires, on a une petite histoire semblable par Kourourk. Il y a longtemps, j'avais un appartement avec un voisin qui n'écoutait que Stan d'Eminem. Il n'écoutait littéralement que cette chanson, pendant 1 à 2 heures par nuit, en boucle. Ma petite amie de l'époque et moi en avons eu assez de lui demander de baisser le son. Alors nous avons mis nos enceintes contre le mur et joué Push the Little Daisy de Win et Macho Man de Lord of Acid en réponse. Il en a eu assez et a donné un coup de poing au propriétaire qui trouvait notre choix amusant. Et voilà, plus de voisins gênants. L'histoire suivante est postée par Some Username. Je vis dans un dortoir universitaire sur un étage exclusivement féminin. J'ai l'habitude de porter un soutien-gorge lorsque je quitte le bâtiment de la résidence, mais je ne vais pas mettre un soutien-gorge sous ma chemise juste pour me rendre aux toilettes dans le couloir. Il y a quelques jours, j'ai quitté ma chambre et j'ai parcouru 10 mètres dans le couloir jusqu'à la fontaine d'eau. J'ai rempli ma bouteille et je suis retourné dans ma chambre. Je portais un débardeur blanc sans soutien-gorge. Le débardeur était ajusté, mais pas transparent. On ne voyait donc que le contour de mes seins. Il y a un petit groupe de personnes qui traînaient dans le hall devant quelques chambres, mais je n'y ai pas prêté attention. Jusqu'à ce que, environ une demi-heure plus tard, l'une des filles que j'avais vues dans le hall frappa ma porte. Elle m'a dit quelque chose du genre « Et désolé de te demander ça, mais si tu sors encore dans le couloir, tu pourrais mettre un soutien-gorge. Mon petit ami est là-bas et il te fixait un peu, alors... » Je suis super non conflictuel, alors j'ai dit « Ouais, bien sûr, désolé pour ça. » Et pour le reste de la nuit, chaque fois que je quittais ma chambre, je mettais un soutien-gorge ou un pull. Et fin de l'histoire. Enfin, c'est ce que je pensais. Le lendemain, ma colocataire m'a dit qu'elle avait entendu la fille raconter l'incident à quelques-unes de ses amies dans la salle de bain. Elle a dit que la fille faisait croire que j'avais fait exprès d'essayer de séduire son petit ami, en ne portant pratiquement rien, en prenant mon temps à la fontaine d'eau, en posant pour faire ressortir mes seins, la totale. Quand elle a quitté la salle de bain, ma colocataire a dit que la fille était en train de jouer la comédie à la fontaine à eau, en se faisant passer pour moi. Cette nuit-là, je suis passé devant la fille et quelques-unes de ses amies en allant me brosser les dents. Je ne portais pas de soutien-gorge, j'étais déjà en pyjama. La fille a regardé ma poitrine et toutes ont commencé à rire. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque tout le dortoir a reçu hier un mail de la responsable des résidences, disant qu'elle avait reçu des plaintes anonymes concernant des personnes qui s'habillaient de manière inappropriée dans les couloirs, et demandant que nous fassions tous en sorte de garder les choses couvertes. C'est là que j'ai eu ma petite vengeance mesquine. Je savais que le petit ami de la fille n'allait pas à l'université ici. La fille et moi étions dans le même groupe d'orientation, et avons discuté un peu à l'époque. Je savais aussi qu'en raison de la pandémie, nous n'étions pas autorisés à recevoir des invités non étudiants ou de la famille dans les dortoirs cette année. J'ai donc utilisé le même formulaire de plainte anonyme pour me plaindre des personnes qui amènent leurs petits amis qui ne font pas partie du campus dans notre résidence et qui ne portent pas de masque. Les masques sont obligatoires dans les couloirs, bien qu'ils ne soient pas souvent appliqués. Ce matin, la responsable des résidences a envoyé un autre mail pour dire qu'en raison des plaintes anonymes, ils allaient appliquer la règle interdisant les invités qui ne font pas partie du campus, en vérifiant les pièces d'identité des invités inconnus pour s'assurer qu'ils sont bien des étudiants. Vraiment, cette fille devrait me remercier. Si elle s'inquiétait que son petit ami voit la vague silhouette de mes seins dans les couloirs de la résidence, elle n'a plus à s'inquiéter. L'histoire suivante est postée par Revolution Friendly 56. Mon voisin d'en face a une grande famille. C'est une de ces maisons multigénérationnelles, avec 3 étages et 10 pièces, et au moins 15 personnes vivent dans cette maison. Lorsqu'ils organisent des réunions de famille, les enfants amènent aussi leur petit ami, de sorte que leur véhicule occupe toute la rue. Si vous avez déjà vécu près d'une école, vous savez qu'à 16h, la rue est remplie de parents qui essaient de venir chercher leurs enfants. Alors, amusez-vous à vous garer à 1 km de là. C'est littéralement ce que ça donne parfois. Mon voisin estime qu'il a droit aux places de stationnement devant sa maison. Et pas seulement la place directement devant, mais aussi les 6 à 8 places de l'autre côté de la rue et à proximité. Car hier, en rentrant chez moi, j'ai trouvé des cônes oranges devant la maison, des 2 côtés de la rue. Devinez ce que j'ai fait? J'ai roulé sur 4 de ces cônes et je me suis garé. Puis j'ai jeté les cônes de mon côté de la rue dans leur cours. Ce matin, avant le travail, j'ai trouvé une facture de ce voisin pour les cônes endommagés, ainsi qu'une note polie et bien écrite, menaçant le bien-être de mon véhicule. À l'instant, mon voisin a reçu une visite de la police locale. Ma femme, qui est à la maison, a pris des photos. J'ai hâte de les voir quand je rentrerai à la maison. J'ai découvert qu'il manquait 2 bouchons de valve de pneus. J'ai rapidement trouvé des remplacements dans 2 véhicules voisins. Ton voisin, même s'il a plusieurs véhicules, la rue elle lui appartient pas, enfin il va se garer plus loin, tant pis pour lui.
D'ailleurs, que t'aies plusieurs véhicules ou un seul, tu peux pas réserver d'emplacement pour te garer dans la rue. C'est un endroit public, si tu pars, tu prends le risque de te faire prendre ta place. C'est le jeu. J'espère pour toi, Opi, que t'as un garage ou une caméra braquée sur ton véhicule, parce qu'à mon avis, il risque de lui arriver des bricoles. L'histoire suivante est postée par Occasional Mermaid. Chaque été, de mai à fin septembre, ma famille, mon mari, mon enfant et moi, et 2 autres familles, une avec 2 enfants et une sans enfants, vont camper environ un week-end sur 2. Nous passons toujours un bon moment ensemble. Nous campons près de la rivière pour que les enfants puissent se baigner et les mecs pêcher. Il y a de petites rapides à proximité, auxquelles nous nous rendons à pied et qui nous ramènent au camp, en flottant dedans, pendant la journée. Le soir, nous faisons un feu de camp, et les adultes s'assoient pour parler et boire quelques verres, pendant que les enfants s'entassent dans une tente pour traîner ou aller explorer les environs avec des lampes de poche pour voir ce qui se passe la nuit. Nous installons toujours nos tentes les unes à côté des autres, mais aussi loin que possible des limites de l'emplacement, pour avoir un peu d'intimité et ne pas déranger les autres campeurs. Le règlement du camping stipule que la période de calme s'étend de 22h à 6h du matin. Nous faisons ces voyages depuis plusieurs années et nous n'avons jamais eu de problème avec les autres campeurs ou le personnel du terrain de camping. L'été dernier, nous étions en train de camper et quelqu'un s'est arrêté sur l'emplacement voisin d'une autre, assez tard, peut-être de 19h à 20h, mais a monté sa tente sur une partie de notre emplacement et est immédiatement entré dans sa tente. Il y avait un kayak sur leur véhicule et nous avons supposé qu'ils allaient se lever tôt. Nous n'avons donc rien dit, car il était tard. Il faisait nuit, et nous ne pensions pas que c'était important. Avance rapide jusqu'à 10h05, et quelqu'un du bureau d'accueil vient à notre emplacement et nous dit qu'ils avaient une plainte de bruit au sujet de notre emplacement. Le gars dit que le personnel faisant des rondes ne nous a pas entendus, ou senti que nous étions bruyants. Mais comme ils avaient quelqu'un qui appelait là-bas, ils ont dû venir nous parler. Nous nous sommes excusés pour les problèmes que nous avons pu causer, et avons accepté d'être plus silencieux au cas où nous dérangions quelqu'un. Peut-être une demi-heure plus tard, le gars revient et dit qu'ils ont eu un autre appel et nous demande si nous avons entendu d'autres personnes parce qu'ils ne pouvaient pas nous entendre jusqu'à ce qu'ils soient passés devant nos tentes et a pensé que peut-être le plaignant accusait le mauvais emplacement. Nous regardons autour de nous car nous n'avons entendu personne d'autre. Il y a quelques autres emplacements avec des gens assis autour d'un feu, mais nous n'avons entendu personne. Cependant, alors que nous jetons un coup d'œil autour de nous, je remarque que notre voisin d'emplacement jette un coup d'œil depuis sa tente en nous voyant parler au gardien. Quand il a vu que je regardais, il s'est rapidement réfugié dans sa tente. Sa tente se trouvait sur notre emplacement et côtoyait nos tentes, ce qui explique probablement pourquoi il pouvait nous entendre si facilement. Après que le gardien soit parti, j'ai décidé de regarder les règles du camping. Rien sur l'extinction des feux, juste un temps calme. J'ai donc pris une de nos lampes, l'ai approchée le plus près possible de leur tente, l'ai allumée et l'ai laissée briller comme un projecteur sur leur tente toute la nuit. Le lendemain matin, quand nous nous sommes tous levés, ils étaient partis. Nous sommes restés 5 jours de plus, sans aucun problème. Je me plains du bruit alors que c'est moi qui suis sur leur emplacement. Dans les commentaires, on a une histoire similaire de Lilou Pipou. J'ai eu quelqu'un qui a fait la même chose à mon petit ami et moi au camping une fois. Sauf que la tente de leur enfant, environ entre 5 et 11 ans, 3 enfants, touchait pratiquement notre tente, et la tente des adultes était de l'autre côté de leur emplacement. Je me suis approché de la mère et j'ai fait un brin de causette, puis j'ai dit « Je pense que vous pourriez vouloir déplacer la tente des enfants à un autre endroit, selon que vous êtes plus ou moins à l'aise avec le fait qu'ils entendent nos bruits nocturnes, accompagnés d'un clin d'œil. » Ils l'ont déplacée rapidement. À mon avis, s'ils avaient mis la tente de leurs enfants de l'autre côté du terrain, c'est parce qu'ils voulaient pas que les enfants entendent leurs bruits nocturnes. L'histoire suivante est postée par Jake Swivel. Je travaillais à Blockbuster vers 2003. Quand on encaissait les gens, il y avait 2 choses que l'on était supposé faire. 1. Lire les titres des films et donner les dates maximales de retour. 2. Dire aux gens de passer une bonne journée, soirée, après leur avoir remis leur film de l'autre côté de la barrière de sécurité. Un type arrive avec ses 2 enfants un vendredi soir de grande affluence. Il a quelques titres pour enfants et un film pour adultes. J'enregistre les cassettes et lui indique les dates d'échéance des films pour enfants, et lui dis « L'autre est à rendre à telle date », en essayant de lui éviter un peu d'embarras. Je me dirige vers le portique de sécurité pour lui remettre les cassettes et lui dire de passer une bonne soirée. Mais il est toujours à la caisse. Confus, je le regarde et il me dit « Vous n'oubliez pas quelque chose ?» Je réfléchis au processus de Blockbuster et je ne trouve rien. Il a un regard indigné et dit « Vous êtes censé me dire de passer une bonne soirée !» Je suis assez stupéfait qu'un homme adulte soit si dépendant des bons souhaits d'un jeune de 18 ans. D'autant plus que je lui aurais donné ce dont il avait si désespérément besoin s'il s'était dirigé vers le portique de sécurité. Alors je lui dis
Monsieur, je suis vraiment désolé. Passez une excellente soirée, j'espère que vous apprécierez votre copie de... Je baisse les yeux sur sa cassette VHS, puis je regarde tous ceux qui sont derrière lui dans la file d'attente et j'élève la voix. Personne mariée, baise célibataire. Il devient tout rouge et la dame derrière lui se couvre le visage. Je me sens un peu mal que ses enfants aient été pris entre deux feux, mais il y a toujours des victimes à la guerre. L'histoire suivante est postée par Hudson Moore. C'est donc arrivé en 2013. Je vivais dans un grand espace avec 5 colocataires. L'un de mes colocataires était connu pour emprunter de la nourriture, y compris des trucs chers comme la viande, mais sans jamais la remplacer. Eh bien, un jour, j'ai su que sa mère venait lui rendre visite et restait quelques jours, et sa mère adorait les chevaux. Alors j'ai décidé d'appâter ce colocataire avec de la viande de cheval. Ce n'est pas courant aux États-Unis, mais il est légal d'en acheter et de l'importer. Alors j'ai acheté de belles tranches fines et j'en ai coupé la plupart, salées et laissées dans un Tupperware au réfrigérateur, pendant que je stockais le reste du paquet, avec l'étiquette du magasin de viande de cheval, au congélateur. Le soir, j'ai remarqué qu'une partie de la viande de cheval avait disparu. Alors j'ai fait toute une histoire sur le fait que quelqu'un avait volé une partie de ma viande de cheval devant sa mère. Il fait « Haha, très drôle, bien sûr que c'est de la viande de cheval !» Et mon colocataire avoue avoir emprunté de la viande qu'il utilisait pour préparer un steak et des œufs pour son petit déjeuner avec sa mère, et ment en disant qu'il va la remplacer. C'est alors que je sors le paquet du congélateur et que je prouve que c'était bien de la viande de cheval, et que sa mère éclate en sanglots en pleurant à son fils. « Comment as-tu pu me faire manger du cheval ?» Mon colocataire a définitivement arrêté d'emprunter ma viande après ça. C'est un peu triste que c'est dû passer par la maman, mais en même temps, dans une colocation, tu fais ta bouffe avec ce que tu as acheté, ou au moins tu demandes avant. L'histoire suivante est postée par Alice May. Je suis une femme de 30 ans et j'ai travaillé pour mon père à l'âge de 16 ans, en tant que représentante commerciale. À 17 ans, mes amis de 18 ans réservaient des vacances en Espagne, mais mon père ne voulait pas me laisser partir car j'étais mineur. Comme j'avais 17 ans et que j'étais mécontente, j'ai donné mon préavis et j'ai postulé chez l'un des concurrents de mon père. J'ai obtenu le poste grâce à mon expérience et au compte que j'avais eu dans l'entreprise de mon père. C'était une décision audacieuse et je remercie mon père. Après environ 3 semaines de travail, mon père l'a remarqué et il était vraiment furieux. Mais il a ensuite trouvé ça drôle. Toute la famille en plaisantait parfois, et elle le fait encore. Cela a causé quelques tensions par moments, car nous essayons de nous voler les clients de l'autre. Mais nous nous réconcilions toujours, nous étions très proches. Au fil des ans, j'ai été promu plusieurs fois, et je dirige maintenant la plus grande agence du pays. Ce matin, j'ai reçu un appel m'informant que le directeur régional prend sa retraite l'année prochaine, et que je suis promu, donc que le poste est à moi si je le veux. C'est là que l'argent commence à devenir un peu fou. Je serai également la première femme et la plus jeune directrice régionale que cette entreprise ait jamais eue. Je suis fier de moi. J'ai 3 enfants, j'ai eu mon premier enfant à 19 ans et j'ai travaillé comme une folle. Mon père était vraiment fier de moi à la fin. Il est décédé il y a quelques années, mais il m'a toujours dit en plaisantant qu'il avait eu raison de me faire manquer ses vacances, car je n'aurais pas quitté son entreprise et travaillé aussi dur que je l'ai fait. Il avait tout à fait raison. C'est une très belle histoire, et je suis super content que cette petite vengeance n'ait pas impacté votre relation. L'histoire suivante est postée par Mago Salicar. J'ai une carte de stationnement pour personnes handicapées, et il y a quelques semaines, je suis allé à Target, magasin qui vend tout, des meubles à la nourriture, pour acheter des choses dont je n'ai pas besoin et oublier celles dont j'avais besoin. Non seulement toutes les places étaient occupées, mais quelqu'un a garé sa gigantesque escalade, c'est un gros SUV de luxe, sur la ligne entre 2 places pour handicapés, prenant les 2. Forcément agacé parce que cela arrive tellement souvent, j'ai contourné la voiture. Pas de plaque ou de carte handicapée. S'ensuit la fureur d'une personne qui doit faire face à ce genre de choses tout le temps, et c'est alors le moment pour une vengeance mesquine. J'ai pris une photo et je suis allé à l'intérieur pour trouver un manager. Lorsque j'en ai trouvé un, ou plutôt une, je lui ai montré la photo, et elle a roulé des yeux et soupiré. Apparemment, cela arrive souvent chez eux, parce que c'est près d'une ville avec beaucoup de gens très riches et qui se croient tout permis. Et le plus souvent, ce sont les propriétaires d'énormes SUV et F-150 qui se garent comme des abrutis. Elle a dit qu'elle appellerait les flics. Alors j'ai décidé de retourner dehors et de rester près des portes pour regarder le spectacle. La manageuse m'a rejoint et nous avons bavardé en attendant la police. Les policiers sont arrivés et ont fait le tour de la voiture en regardant par les fenêtres et en vérifiant la plaque d'immatriculation.
L'un d'eux a sorti un petit carnet et a commencé à y écrire. Ils ont pris quelques photos et l'un d'eux est venu demander s'il pouvait faire une annonce dans le magasin pour que le conducteur sorte. La manageuse a contacté par radio quelqu'un à l'intérieur et lui a demandé d'annoncer la marque, le modèle et la plaque de la voiture sur les haut-parleurs du magasin. Quelques minutes plus tard, elle est sortie du magasin. Une femme d'âge moyen, bien habillée, la Karen commune d'Amérique du Nord, et qui hurlait déjà après la police. Dès qu'elle a atteint sa voiture, l'un des policiers a levé la main pour la faire taire et a commencé à la sermonner. J'étais trop loin pour l'entendre, mais elle a au moins arrêté de crier. Ce policier lui a parlé pendant quelques minutes, puis l'autre policier, avec le petit carnet, lui a remis 2 papiers. Elle avait l'air d'une carpe hors de l'eau. Les flics sont revenus et ont parlé à la gérante, lui disant qu'il lui avait ordonné de déplacer sa voiture et que si elle ne le faisait pas ou si elle causait des problèmes dans le magasin, elle devrait les rappeler et il ferait enlever la voiture. Ils nous ont dit qu'il lui avait donné 2 contraventions, une pour chaque place, à 500 $ chacune. Aïe! La gérante nous a remerciés, la police et moi, et est retournée à l'intérieur. La femme a piétiné un peu avant de monter dans sa voiture et de partir. Les policiers se sont regardés, puis sont montés dans leur voiture et l'ont suivie. Je suis sûr qu'elle a continué à passer la journée qu'elle méritait. Pendant ce temps, je me suis offert quelques Legos pour avoir rendu un service public. Eh ben t'as bien raison Hopi, après un pareil service rendu à la société, tu avais bien le droit à une petite récompense. L'histoire suivante est postée par Without Denis Nedry. Nous avons déjà eu des voisins qui, depuis le jour où nous avons emménagé, nous détestaient de tout leur cœur. Nous ne les avons jamais rencontrés, mais ils ont fait de notre vie un enfer de toutes les façons possibles. Nous avions déménagé dans cette région en mettant de côté mes études supérieures et nos grands projets de vie pour nous occuper de ma belle-mère qui était atteinte d'un cancer de stade 4. C'était donc déjà une mauvaise raison de déménager, et nous détestions la région. La Californie rurale a un côté très hi-ha, et je parle pas du côté rigolo, si vous voyez ce que je veux dire. Les voisins étaient des personnes exécrables et étaient tout simplement horribles avec nous. Ils n'ont jamais rien fait d'illégal, mais ils ont fait toutes les petites choses auxquelles tu peux penser pour nous pourrir la vie. Par exemple, notre tuyau d'arrosage s'est retrouvé sur leur pelouse, d'environ 5 cm, après que j'ai arrosé mes roses. Il était enroulé principalement de notre côté, mais je n'avais pas fini d'arroser et je suis entré dans la maison pendant quelques minutes pour une pause déjeuner. Pendant que j'étais à l'intérieur, ils ont coupé les quelques centimètres qui se trouvaient sur leur propriété et les ont jetés dans notre cour. Mais ont laissé le reste du tuyau qui se trouvait de notre côté. C'est absurdement mesquin. Ils ne nous avaient jamais rencontrés et ne nous avaient jamais parlé. Finalement, après environ 2 ans, j'en ai parlé avec ma voisine d'en face et elle m'a dit qu'ils nous traitaient de cette façon parce qu'ils pensaient que nous étions des clandestins. Je suis amérindienne et mon conjoint est hispanique, mais il pensait que nous étions tous les 2 mexicains. Je lui ai demandé pourquoi il pensait que nous venions du Mexique, et elle m'a dit qu'avant que nous n'emménagions, une partie de notre courrier réexpédié s'était retrouvée accidentellement dans leur boîte aux lettres, et qu'elle portait notre adresse mexicaine. New Mexico. Nous venons du Nouveau-Mexique. Ces idiots de racistes pensaient que nous avions acheté une maison dans un quartier chic de la Californie côtière avec de l'argent liquide et que nous étions venus directement du Mexique pour le faire. Donc nous devions faire partie d'un cartel et être ici illégalement. Ils avaient concocté tout ce scénario narcos parce que le nom de famille de mon mari est Lovato, que nous sommes plus foncés qu'ils ne le jugent approprié, que nous avons acheté notre maison avec de l'argent liquide, nous avions vendu notre maison de départ, que nous avions rénovée au prix d'un travail acharné pendant des années. Et qu'ils ne savaient pas que le Nouveau-Mexique est un foutu État américain. C'était tellement absurde. Ne vous inquiétez pas, l'histoire se termine bien. Lorsque nous avons déménagé après le décès de ma belle-mère, je leur ai écrit une longue lettre pour leur dire à quel point ils étaient stupides et embarrassants. Je suis autochtone, alors je n'ai pas manqué de leur dire que c'était eux qui s'étaient introduits sur mes terres, acquis illégalement par leur gouvernement. Et qu'ils étaient de gros trous de balles pour avoir rendu encore plus difficile ce qui était déjà une période difficile pour mon mari, qui faisait face à la mort lente de sa mère. C'est un médecin très respecté dans la région, alors oui, pas un membre illégal du cartel. Alors, j'espère qu'ils sont fiers d'eux. Ensuite, nous avons volé leur chat. À propos du chat, ils l'ont négligé et l'ont laissé dehors couvert de puces et se débrouillant seul jour et nuit, dans la terrible chaleur de l'été sans eau et dans le froid glacial de l'hiver sans abri. Le chat avait déjà emménagé chez nous parce que nous nous en étions occupés et que nous avions pris soin de ses besoins médicaux.
Pour moi, si tu traites ton chat comme une herde et ne l'as pas équipé d'une puce électronique, il est à moi. Du coup, une bonne chose est ressortie de notre séjour là-bas, et il fait la sieste sur le rebord de la fenêtre en ce moment même. Nous l'avons appelé Flavio, en l'honneur de Flavio Mendes Santiago, le célèbre baron de la drogue du cartel mexicain. J'emmerde les racistes. Et ces gens sont incroyablement stupides. Tu penses que tes voisins font partie d'un cartel ? Et ce que tu trouves de plus intelligent à faire, c'est d'aller leur chercher des noises. Tu veux finir dans un broyeur à bois, en fait. L'histoire suivante est postée par Floridaman69 Ingurmom. C'était en 2008 ou en 2009. J'étais à Quito, en Équateur. Je logeais dans une auberge de jeunesse, et j'y suis resté un peu plus de 3 semaines. À moins d'un pâté de maison, il y avait un pub irlandais. Ce pub propose une très bonne cuisine de bar, qui ne figure pas au menu de beaucoup d'autres restaurants du quartier, ce qui explique la mixité de la foule. Il est populaire auprès des locaux et des routards, en raison de la proximité de l'auberge. Je suis au bar, avec d'autres clients de l'auberge, et nous nous attendons à ce que d'autres nous rejoignent. À côté de moi, il y a un tabouret de bar, et de l'autre côté, 2 femmes discutent. Elles sont manifestement amies. En espagnol, je demande à la femme la plus proche de moi si elle utilise cette chaise vide, et si je peux la prendre. L'espagnol n'est pas ma langue maternelle, mais je peux toujours le parler clairement et avec assurance, et j'ai grandi en le parlant depuis que je suis enfant. Elle me dit en espagnol, avec un sourire en coin, qu'elle ne comprend pas, et qu'elle ne parle pas anglais. Je lui redemande la chaise en espagnol en lui faisant signe, et elle me répond à nouveau qu'elle ne parle pas anglais. J'ai fini par prendre la chaise d'une table haute qui se trouvait derrière nous, et que personne n'utilisait. À ce moment-là, elle se tourne vers son ami, et je les entends marmonner « Je sais pas pourquoi il me parle, et je les entends glousser entre elles, supposant que je la draguais et qu'elle m'a repoussé. Tout au long de la soirée, je sais qu'elle m'a entendu converser en espagnol avec le barman, donc, à ce moment-là, elle savait que je parlais espagnol. Le distributeur de serviettes est juste devant moi, et elle me demande en espagnol si je peux lui passer. Je la regarde d'un air confus, et je lui montre le distributeur de serviettes. Puis je me retourne vers elle, et je me penche un peu, comme si je n'avais pas entendu ce qu'elle disait. Elle dit à nouveau qu'elle a besoin de serviettes, et si je peux lui passer le distributeur de serviettes. Tout cela en espagnol. Je regarde le distributeur, puis elle, et je dis très clairement « Lo siento, no hablo inglés ». Je suis désolé, je ne parle pas anglais. Profitez-en pour noter mon accent espagnol. Elle me fait une tête de Pikachu choqué, et elle est devenue rouge vif, puis je l'ignore. Ne vous flattez pas, madame, je ne vous draguais pas, je voulais juste ce foutu tabouret de bar. Dans les commentaires, on a une histoire de Mechanical Mind. J'ai étudié l'allemand au lycée, et je travaille pour une entreprise allemande. Lors d'une visite au siège principal, j'ai dû passer du temps avec les gars de l'atelier, qui parlaient à peine l'anglais. Un jour, ils essayaient de m'expliquer quelque chose, et après avoir essayé de le faire en anglais, ils m'ont dit en allemand « Warum spricht dieser verdammte Italienisch auf nicht Deutsch ?» J'ai dû massacrer cette phrase. Pourquoi ce foutu singe italien ne parle-t-il pas allemand? Ce à quoi j'ai répondu, toujours en allemand « Ich konnte dich auch fragen, warum dieser verdammte Deutsch kein Englisch spricht ?» Je pourrais aussi te demander pourquoi cet âne d'allemand ne parle-t-il pas anglais? Et mon allemand est sans doute bien pire que mon espagnol. Le type qui l'a dit est devenu aussi rouge qu'un feu de circulation, et les autres ont éclaté de rire. Je lui ai aussi expliqué que mon allemand n'était pas assez bon pour que je comprenne les explications techniques, mais que s'il ne se souvenait pas des termes anglais, il pouvait utiliser les termes allemands. Nous sommes devenus assez proches, et nous nous retrouvions généralement autour d'une bière, d'un barbecue, et j'allais regarder ces matchs de rat-ball. L'histoire suivante est postée par Passion Currency. J'ai 28 ans et je vis dans une petite ville où il y a un manque d'emploi et une crise due à l'inflation. Je suis retourné vivre chez mes parents puisque nous avons une bonne relation. Je fais toutes les courses et je paie une partie des factures. Cependant, ma petite sœur, 16 ans, n'était pas contente. Elle disait que je devais être un homme et déménager à nouveau. Il y a quelques semaines, elle a commencé à me traiter continuellement de pique-assiette et de sensu parasite. Mes parents sont anti-technologie. Ils ne font pas partie d'un culte religieux, ils évitent simplement la technologie et préfèrent vivre une vie simpliste. La seule technologie moderne qu'ils utilisent est une machine à laver, une voiture, un téléphone à clapet et une télévision. Cependant, ils ne nous enlèvent pas nos gadgets si nous les avons payés nous-mêmes. Lorsque j'ai eu 18 ans et que j'ai cherché mon premier emploi, j'ai dû écrire mon CV à la main car je n'avais ni ordinateur ni imprimante. Il est impossible de trouver un emploi quand on est encore au lycée à cause du petit marché de l'emploi dans notre ville. Ma petite sœur a eu de la chance.
Je lui ai acheté un ordinateur, un smartphone et un forfait avec internet depuis qu'elle est toute petite. Mais elle n'arrêtait pas de me traiter de tous ces noms. Les injures constantes de ma petite sœur ont fini par m'énerver, et j'ai eu une idée. J'ai tout simplement repris possession de l'ordinateur et du smartphone. Maintenant, elle a la même enfance que moi. Oh, et elle a arrêté de m'insulter. Profite du mode de vie amiche, petite sœur. Elle est vache ta petite sœur. Tu lui fais des cadeaux qui sont quand même non négligeables. Un ordi, un téléphone, tu payes le forfait et elle te traite comme ça. Elle l'a mérité. Plus bas dans les commentaires, on a une histoire de Ramrodron. C'est une version plus douce de ce qu'un de mes amis a vécu avec sa reine du monde de fille de 16 ans. Une partie du fait qu'elle se prend pour la reine du monde vient du fait qu'elle a monté 2 parents divorcés l'un contre l'autre, parfois avec succès. Elle exigeait un objet coûteux, je ne me souviens pas lequel. Et quand on lui a dit non, elle a crié « Va te faire outre, tu ne dépenses jamais d'argent pour moi !» Il lui a répondu « Ok, le mois prochain, je ne dépenserai pas d'argent pour toi. » Et à part la nourriture et le logement, les produits d'hygiène nécessaires, il ne l'a pas fait. Sa mère était d'accord avec mon amie, car elle avait elle aussi été victime de ce type de comportement. Elle devait préparer elle-même son déjeuner à l'école, et n'avait pas d'argent de poche. Au bout de 2 semaines, elle s'est excusée. Mais la démonstration a duré 1 mois. En conséquence, son niveau de reine du monde à qui on doit tout a été baissé de plusieurs crans. L'histoire suivante est postée par Tiny Cozy. Ma belle-mère a épousé mon père il y a 10 ans, quand j'avais 35 ans. Dès le début, elle a été horrible. Elle écoutait tous les appels téléphoniques. Nous ne l'avons découvert que des années plus tard. Elle s'assurait qu'il ne voyait plus ses petits-enfants à lui, seulement les siens à elle. Il n'avait pas le droit de nous voir non plus. Les plans qui étaient faits par lui étaient annulés par elle. Le pire, c'est que lorsqu'il a été très malade du cancer, elle a refusé catégoriquement de nous tenir au courant de son état de santé. Elle nous a dit dans un texto de groupe que nous étions trop méchants avec elle pour que nous recevions l'information. En quoi avons-nous été méchants ? Nous ne lui avons pas envoyé de cartes ni de fleurs pour la fête des mères. Parfois, il m'appelait parce qu'elle avait oublié de lui retirer son téléphone alors qu'il était très malade et qu'il ne pouvait pas sortir de son lit pour le récupérer. Elle ne nous a même pas dit qu'il était mort pendant les 3 jours qui ont suivi. Elle voulait s'assurer que nous ne pourrions pas assister à l'enterrement pour pouvoir dire du mal de nous. Elle a écrit la nécrologie en épelant mal tous les noms des membres de la famille de mon père, et en citant tous ses enfants et ses petits-enfants comme des enfants bonus, et en omettant des informations comme les noms de ses parents et de ses frères et sœurs. C'était une personne horrible. Je savais qu'il y avait une police d'assurance, pour moi et mes frères et sœurs, à partager. Elle n'était même pas si importante, mais elle était tellement furieuse que nous ayons obtenu quoi que ce soit qu'elle a refusé de nous donner les papiers de l'assurance vie, ou de nous donner son numéro de sécurité sociale pour que nous puissions le vérifier nous-mêmes. Elle a prétendu que nous l'utiliserions juste pour ouvrir des cartes de crédit, même si le gouvernement et les agences de crédit avaient son certificat de décès. Elle a dit que nous ne méritons rien du tout, et qu'elle était furieuse qu'il n'ait pas laissé l'assurance vie à ses enfants à elle. Alors, ayant son numéro de téléphone, son adresse et son mail, je l'ai inscrite à tout. Les arnaques, les appels religieux, les remplacements de fenêtres et de toits, les choses comme les mails d'offres d'AliExpress, les sites de vacances qui ne font que vendre ton nom à tout le monde. Ma fille m'a même aidé à trouver de nouvelles choses auxquelles l'inscrire pour que nous puissions augmenter le nombre de spams. J'ai entendu dire qu'elle avait été obligée de changer de numéro de téléphone tellement c'était horrible. C'est bien fait pour elle et je ne regrette rien. Oh, il y avait en fait une assurance vie et nous l'avons obtenue grâce à ma mère qui a gardé de vieilles déclarations d'impôts. J'ai pris soin d'envoyer à ma belle-mère une capture d'écran du paiement de l'assurance vie. Je suis 100% d'accord avec toi, ta belle-mère était horrible. L'histoire suivante est postée par OK Computer. Mon petit ami, 22 ans, s'est mis à suivre beaucoup de modèles Instagram. Pas les normales, celles-là je m'en fiche, mais surtout celles de femmes en lingerie qui se cambrent bien. Il regardait même leur OF. Je suis une femme de 21 ans, et je lui ai dit que ça me mettait mal à l'aise, et qu'il devait arrêter. Mais il m'a répondu « C'est juste Instagram, tu en fais trop !» Et il a continué. Du coup, j'ai posté des photos de moi en bikini string, bien cambré et tout. Il l'a vu, et a commencé à paniquer. Il a claqué des portes, et a crié. Il était du genre « tu te respectes pas, les filles qui font ça sont toutes des hutes. C'est embarrassant, je ne veux pas que ma copine fasse ça, c'est bizarre. » Et il était furieux, genre vraiment furieux. Il m'a dit d'enlever les photos, et j'ai dit « Non, c'est pas ce que tu aimes voir ?» Et sa réponse a encore été
Tu es dans une relation, pourquoi tu ferais ça? Et j'ai dit, je ne poste que ce que tu aimes. Et après avoir dit ça, il a commencé à m'ignorer. Ça fait des heures, et honnêtement je m'en fiche. Je ne me sens pas mal du tout. Pendant des mois, j'étais mal à l'aise et je lui ai demandé d'arrêter, et il n'a pas pu. Alors tant pis. Maintenant, il est victime d'un crime auquel il participe. Pour le contexte, je veux le quitter, mais c'est super dur, je sais pas. Je sais que je manque de confiance en moi et de respect. J'ai réalisé que je suivais les traces de ma mère et que je devais changer. J'ai hâte de vous mettre au courant quand je serai officiellement parti. Désolé pour la déception. Bah t'as l'air d'être en train de prendre la bonne décision qui est de le quitter, et effectivement, à mon avis, il n'y a pas autre chose à faire. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, n'oubliez pas la cloche, et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne et m'aider à la faire grandir. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.